Bonjour à tous. Ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Donc, on aborde tout ce qui touche la santé mentale, le bien-être et la ludification dans les jeux, notamment les jeux de société. Et justement, pour discuter de jeux de société et d'intégration dans l'intervention, j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de pouvoir discuter avec Annick Pelletier. Annick qui est orthopédagogue de profession, mais pas simplement cela, même si c'est déjà beaucoup. Elle est également fondatrice de la clinique OptiNeurone, qui justement intègre les jeux de société dans l'intervention avec les enfants et adolescents, si je ne me trompe pas, mais également qui est autrice de deux jeux de société, qui est autrice du guide des jeux de société pour apprendre en s'amusant, euh, des jeux dans ma valise et Slackjack, et également qui est chercheuse pour le projet de recherche Jeux Métacogite. Donc, un beau profil. Je pense que ça va être très, très intéressant de discuter de jeux avec toi et d'intervention. Donc, bonjour Annick. Bonjour, Assa. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup vraiment d'accepter de faire cette entrevue avec moi. Donc, au niveau de mon côté de profil d'intervention, je trouve ça très enrichissant de pouvoir discuter avec toi. Donc, merci pour cet entretien. Deuxièmement, en fait, je pense que ça pourrait être intéressant pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas, de voir un peu qui tu es. Quel est ton profil académique et professionnel qui t'a amené justement à créer notamment OptiNeurone? Donc, bien, moi, ça fait 18 ans que j'ai le bonheur de pratiquer l'orthopédagogie. Je suis dans la région de Québec. Et puis, au départ, je voulais être prof d'éduc. Donc, je m'en avais pas du tout en orthopédagogie. Mais je me suis rendu compte en faisant des stages que, bon, des cours d'éduc, il n'y en a pas beaucoup dans une semaine d'école. Puis, j'aurais pas le temps assez d'aider les élèves qui ont vraiment des besoins au niveau kinesthésique, physique et tout. Puis là, ben, j'ai mon professeur de stage qui m'avait dit: Oh mon doute, qu'est-ce que tu fais en éducation physique? Tu devrais t'en aller en adaptation scolaire ou en orthopédagogie. T'as vraiment, ça vient naturel, la source d'aller aider les enfants, de les prendre un par un, de trouver qu'est-ce qui fonctionne pas, de leur amener des trucs. Je vois tout ça à l'intérieur de ton stage. Alors, je me suis dit, bah ouais, ben oui, mais non, moi, je vais enseigner les sports. Mais finalement, au bout du compte, après avoir vécu mon stage, je me suis dit, ouais, non. C'est pas vrai que je veux pouvoir aller enseigner ce que je veux vraiment transmettre aux élèves au niveau du sport, de l'activité physique et tout. Et puis, bon, ça me trottait en tête et finalement, j'ai fait mon baccalauréat en adaptation scolaire parce que le bac en orthopédagogie n'existait plus alors, qui a été Mhm. aboli en 2000 au Québec, malheureusement. Donc, j'ai fait adaptation scolaire, mais à travers ce baccalauréat-là, moi, je désirais vraiment être orthopédagogue. Donc, c'est différent, hein. En enseignement en adaptation scolaire, on forme pour être enseignant auprès de troupes d'élèves en retard, en très grands troubles des apprentissages dans des classes adaptées. Mais moi, je voulais être orthopédagogue. Alors, moi, je voulais plutôt être au premier plancher avant que ces élèves-là, à un moment donné, accumulent tellement de retard et, excusez-moi, arrivent en adaptation scolaire. Donc, je voulais plus être au premier devant. Vraiment, quand l'élève vit ses difficultés, commence à vivre ses difficultés, et là, la première ressource qu'on va voir en général, c'est l'orthopédagogue de l'école pour trouver Mhm. pour quelles raisons cet enfant-là est en difficulté, prend des retards sur les autres et tout. Moi, c'est ça que je voulais jouer comme rôle. Donc, à travers ma formation, j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui avaient eu la formation en orthopédagogie avant 2000. Ils m'ont accompagnée, j'ai suivi des stages, j'ai fait des stages en adaptation scolaire en orthopédagogie avec ces mentors-là dans leurs écoles. Donc, j'ai pu apprendre l'orthopédagogie traditionnelle qui se pratiquait et c'est vraiment ça que je voulais faire. Donc, lorsque j'ai terminé mon bac,
Je me suis en allée tout de suite, en orthopédagogie. J'ai eu la chance d'avoir un poste dans une école privée qui désirait pouvoir garder ses élèves avec eux, les élèves en difficulté dans leur école, mais ils n'étaient pas outillés pour le faire. Mmh. Je trouvais que le défi était vraiment intéressant de monter un service d'orthopédagogie. Alors, j'ai pu le faire à la couleur des vieilles orthopédagogues de la vieille, qui avaient reçu l'ancien bac en orthopédagogie avec une formation vraiment à aller analyser, mettre dans l'entonnoir toutes les hypothèses qui, qui qui expliquent peut-être les causes de ces élèves-là. Aujourd'hui, ben, l'intervention en orthopédagogie n'est plus pareille. On va plus vers une récupération scolaire en sous-groupe. On fait ce qu'on peut. Hein. On manque tellement de ressources dans les écoles. Mmh. Alors moi, j'ai pu, tu sais, j'ai fait l'orthopédagogie, j'ai travaillé quand même un peu en commission scolaire, mais ça m'a amené à pouvoir monter un service d'orthopédagogie dans une école, comme il se faisait avant, et puis de pouvoir prouver, tu sais, qu'avec une école de 400 quelques élèves, on pouvait arriver à être seulement un orthopédagogue dans l'école, mais si on établit l'intervention à la base tout de suite à la maternelle, qu'on équipe nos professeurs et qu'on fait la rééducation en individuel, un à un, cause par cause et non en sous-groupe de symptômes scolaires. Tu sais. Alors, c'est souvent ce qu'on va aboutir à faire en commission scolaire, sauf quand on a le temps de pouvoir s'occuper des causes de chacun. Donc, j'ai pu pratiquer comme je voulais, puis comme je l'entendais, et cette intervention-là a forgé ce que j'appelle aujourd'hui l'approche Optifex. Donc, à force d'essayer de trouver, les causes, hein, Elsa, qui créent ces difficultés scolaires-là, Mmh. à force d'avoir des petits cocos qui arrivaient dans mon bureau, puis bon, là, il m'arrive, puis il est en difficulté en résolution de problème, puis bon, mais OK, mais pourquoi la résolution de problème? Alors moi, j'ai vraiment été entraînée à trouver le pourquoi. Quelles sont les causes qui peuvent expliquer le retard de cet élève-là et d'intervenir sur ces causes-là, bien évidemment, hein. C'est comme ça, quand on envoie notre voiture au garage. Et puis, qu'on ne cherche pas la cause, ben, elle fait du bruit dans le coin du pneu, puis on change le pneu, mais c'est peut-être même pas le pneu, tu sais. Alors, c'est un peu ça, je trouve, l'orthopédagogie aujourd'hui, c'est bon, OK, il présente des difficultés en lecture, on s'occupe de la lecture. Ouais, mais tu sais, initialement, oui, la lecture, c'est sûr qu'on va s'en occuper, mais est-ce que ce sont ses yeux? Mmh Est-ce que mh. c'est sa mémoire à court terme? Est-ce qu'il ne voit pas dans sa tête? Est-ce que c'est son vocabulaire? Donc, ça peut être un paquet de raisons, mais il faut les déceler. Alors, j'ai forgé mon orthopédagogie comme ça pendant 6-7 ans, là, à forger, passer, de trouver. Et finalement, au bout du compte, hein, les causes principales qui revenaient tout le temps, c'est des fonctions exécutives. Alors, les fonctions exécutives déficitaires, hein, soit l'inhibition, la flexibilité, le focus attentionnel, hein, la gestion du contrôle attentionnel, l'activation, planification, organisation, etc. C'est souvent des ou une fonction exécutive qui était déficitaire qui expliquait la majeure partie des problèmes de l'élève. Bon, parfois d'autres Mmh. choses aussi, les instruments comme la mémoire à court terme, les yeux, le moteur, hein, la sortie motrice. Bon. Et là, bien, je me suis développée comme un petit système d'analyse qualitatif et puis je référais aux besoins, hein, soit en ergothérapie, en orthophonie, en psychologie, parfois même pour aller évaluer, pour être certain est-ce qu'il y a une problématique ou non au niveau des causes qu'on a comme hypothèse. Et puis là, au niveau des fonctions exécutives, hein, j'ai mes neuropsychologues qui pouvaient évaluer, mais mes collègues me répondaient tout le temps: «Oui, mais Annick, tu sais, j'interviens pas, je fais juste évaluer, tu sais». «Ouais, mais là, dans ton Ouais. rapport, c'est écrit, il faut travailler la rigidité, l'activation, trouble d'inhibition». «OK, mais moi, je fais quoi avec ça, là?» «Ben là, je peux te proposer tel matériel». Mais c'est bon, là, tu sais, au début, j'intervenais avec ce matériel-là, mais ça avait ses limites. Puis Mmh. c'était des activités d'entraînement, mais ça apprenait pas à l'élève pourquoi on est obligé de faire ça. Donc, j'ai développé vraiment toute une méthode pour aller expliquer aux élèves, d'abord, enseigner le cerveau, là. Et puis, c'est quoi le cerveau, comment il est fabriqué avec ses réseaux de neurones, et puis que là, ces neurones-là doivent communiquer, mais que Mmh. parfois, certains réseaux sont trop immatures pour se faire. Donc, ensemble, moi, je vais te donner des trucs pour aller muscler, hein, entre guillemets, muscler certaines familles de neurones qui fonctionnent moins bien, qui travaillent moins bien, qui sont moins autonomes ou matures pour le moment. Alors, enseigner le cerveau. Ensuite de ça, ben, leur enseigner quelles fonctions ne fonctionnent pas.
Alors, c'est là que j'ai commencé par dresser un tableau qui rassemble toutes les fonctions exécutives et les entrées sensorielles avec les sorties sensorielles. Et on a vraiment sur ce tableau-là l'ensemble de ce qu'un corps humain Hmm. doit déployer pour arriver à faire un apprentissage, puis à être autonome aussi dans ses comportements et ses tâches. Et ça s'appelle l'approche Optifex. Donc, ça a donné naissance à l'approche Optifex. Et un jour, ben là, ben finalement, j'ai quitté avec un grand déchirement l'équipe école où j'étais à l'externat Saint-Jean-Bermance, puis j'ai quitté l'équipe pour fonder la clinique OptiNeurone. L'objectif étant de dispenser cette approche de rééducation-là, cette aide-là, sous forme du programme Optifex, pas seulement aux élèves d'une école, mais à des élèves qui viennent de partout. Donc, en établissant une clinique privée, je me disais, bon, je vais avoir des élèves qui arrivent de plein d'écoles, mais en aidant un élève, ben, j'aide son prof qui, lui, va pouvoir Ouais. aider plein d'autres élèves. Et puis, bon, un peu mon âme charitable. Et puis, l'autre aspect, c'était de donner de la formation aussi. Alors, quand on est employé tout le temps ben, en fait, à temps plein d'une école, ben, j'avais pas le temps de dispenser de la formation. Alors, ça a été le choix que j'ai fait en fondant la clinique. Ben, je pouvais faire les deux. Donc, j'ai beaucoup de professeurs, de gens en institution, en santé, soit en santé mentale, en médecine aussi, en un domaine hospitalier, qui voulaient avoir l'approche Optifex pour leurs petits patients. Alors, c'est ça. Donc, ça a donné au bout de 18 ans l'expertise. Et puis, bien, à travers tout ça, il y a tout le jeu de société qui a vu le jour. On aura la chance d'en reparler, mais l'approche Optifex est soutenue par une pédagogie par le jeu particulière avec des techniques d'intervention pour aller stimuler toutes ces fonctions-là par le jeu de société. Oh, wow. Très, très intéressant. Puis, au fur et à mesure que tu parlais et expliquais ton cheminement et tous les prises de conscience et les observations que tu as fait, je trouvais ça très intéressant parce qu'il y a plusieurs observations auxquelles je m'identifiais aussi. Oui, Et tu l'as bien nommé. Je pense que tu l'as noté, mais d'arriver à identifier les causes. Puis effectivement, puis dans l'approche aussi en psychologie, c'est une des premières choses qu'on met en place dans l'intervention, parce qu'on n'entre pas tout de suite dans l'intervention, pas du moins idéalement. Et que la première phase, les premières rencontres, c'est ce qu'on va appeler une phase d'observation ou d'évaluation. Et l'objectif, c'est justement d'arriver à déterminer ben, qu'est-ce qui est problématique, d'où est-ce que ça vient, c'est quoi les événements précipitants, les événements, les facteurs de maintien, et de venir aussi, à travers cette approche-là, éliminer certaines choses. Et parfois, on se rend compte que c'est peut-être pas psychologique, c'est plus médical. Parfois, on se rend compte que ben, c'est peut-être pas au niveau d'un trouble diagnostique, mais c'est plus un trouble de la personnalité. Des fois, on se rend compte que c'est quelque chose qui peut être traité à l'aide d'interventions différentes de la psychologie ou autre. Mais je pense qu'un des très bons exemples que tu as nommé, euh, c'est que parfois, exemple, un enfant va avoir de la difficulté à l'école et si on n'observe pas différents facteurs, on va peut-être tout de suite intervenir, exemple, pour un trouble d'apprentissage, mais peut-être au final que l'enfant, c'est qu'il a besoin de porter des lunettes et c'est pour ça, exemple, qu'il n'arrive pas à bien suivre le professeur. Donc, il faut vraiment aller voir toutes les différentes sphères biopsychosociales, hein, on peut le nommer ainsi, pour aller voir c'est quoi les causes. Parce que tout c'est à en fait. connaissant les causes que là, notre intervention va être vraiment bien dirigée. Voilà. Je pense que cette observation-là que tu as mis de l'avant est très, très, très importante. Et c'est encore plus intéressant de voir que tu t'es servi de cette observation-là pour mettre en place tout, dans le fond, avec OptiNeurone, OptiFlex, voyons, j'ai la misère avec ce mot-là, Optifex. OptiNeurone et OptiFlex comme projet et comme aussi approche d'intervention, en fait, d'observation et d'intervention. Oui, 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 tout à fait. Puis, tu sais, voir aussi, tu sais, moi, je suis orthopédagogue, donc qu'est-ce qui m'appartient dans mon rôle? Tu sais, une fois que Mhm. j'ai établi toutes ces hypothèses-là, hein, comme on dit depuis tantôt, que j'ai tout embarqué ça dans l'entonnoir, ben là, il faut que je les infirme ou je les confirme, là. Donc, parfois, c'est pas moi, là, qui va confirmer ou infirmer ça. Et c'est là que je vais envoyer à la lunetterie, hein. Je vais avoir besoin de l'optométriste, je vais avoir besoin de l'orthophoniste, l'ergothérapeute, du psychologue, du psychiatre, parfois du médecin. Et j'en pense, là. Mais c'est ça, donc pour confirmer, infirmer. Puis là, des fois, ah, ben tu vois, non, finalement, le rendement oculaire va bien, les muscles oculaires vont bien, tout va bien. C'est pas ça qui explique. Bon,
une hypothèse éliminée. Donc, on peut se Mhm. centrer sur autre chose. Alors, c'est ça, oui, en effet, comme dans plusieurs domaines, ben, telle la psychologie et l'éducation, je pense que la meilleure intervention qu'on peut déployer, peu importe à quel âge, c'est de commencer par faire un stop et d'analyser. Malheureusement, en orthopédagogie, ça s'est perdu. Tu sais, OK. oui, malheureusement, c'est ce qu'on voit, tu sais, dans les écoles. D'abord, tu sais, c'est juste, tu sais, d'avoir un baccalauréat en adaptation scolaire plutôt que spécifiquement en intervention orthopédagogique, c'est toute une différence, là. Puis, pour rien, je veux rien enlever au baccalauréat en adaptation scolaire, mais ne forge pas pour être, pour mener l'acte orthopédagogique de A à Z comme Mm. la vieille formation l'offrait avant que le gouvernement abolisse le bac en 2000 avec la dernière réforme. Donc, c'est ça. Alors, un, il y a ça, la formation des maîtres qui n'est pas à point du tout pour le moment. Et deux, ben, je veux dire, les intervenants, ils font ce qu'ils peuvent là, lorsqu'ils arrivent en milieu scolaire. Là, je veux dire, ben, ils se font apprendre en stage, puis ils observent que ben, on fait des sous-groupes d'élèves, puis par niveau scolaire ou par difficulté scolaire. Puis, mais dans ce temps-là, on essaie de récupérer, sortir, tenir la tête en dehors de l'eau de l'élève. Mais Mm. est-ce qu'on s'est questionné pour ce sous-groupe d'élèves-là de deuxième année en écriture? Quelles étaient les causes pour chacun? S'ils sont trois dans le petit sous-groupe, là, ben, je veux dire, Ouais. il y en a peut-être un que c'est son geste graphomoteur qui ne suit pas sa pensée. L'autre, c'est peut-être un trouble d'orthographe là, carabiné, Mm. qui aucune mémorisation de l'orthographe. Puis l'autre élève, ben, c'est un trouble d'élaboration d'idées. Donc, l'intervention ne serait pas supposée être la même. Mais l'orthopédagogue, elle va faire ce qu'elle peut, là. Alors, en réalité, il faudrait être 2 puis 3 orthopédagogues parfois, tu sais. Euh, le temps, je pense, de juste remettre un service en place qui prendrait le temps d'aller déceler les causes et d'intervenir en individuel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de sous-groupe, mais une fois qu'on a décelé les causes, là, tu peux faire du sous-groupe, et du sous-groupe de causes. Donc, tu Mhm. sais, Ouais. si, je sais pas, j'ai trois élèves pour lesquels les causes, c'est vraiment de l'impulsivité, tu vois, l'inhibition de l'impulsivité, c'est une catastrophe, ben on pourrait les voir ensemble. Moi, c'est ce que je faisais, tu sais, quand je travaillais à l'école. Alors, je voyais la plupart de mes élèves en individuel, mais j'avais des sous-groupes. Mais c'était des sous-groupes, pas de symptômes scolaires, tu sais, de difficultés scolaires, Mm. c'était des sous-groupes de causes. Fait que j'en avais que c'était des impulsifs, mais je pouvais avoir une première année, une troisième année, puis un quatrième année. Ben, c'était tout le même enseignement à l'autorégulation du stop. Puis une fois que ça s'était installé, ah, là, je les revoyais ou je les remettais dans des groupes scolaires pour transférer à leur niveau scolaire à eux ce stop-là. Il y a vraiment moyen de faire ça. C'est très simple. C'est juste qu'il faudrait commencer par former comme ça à l'université, comme on formait autrefois. Alors, en tout cas, Mm. voyons avec la DOC, hein, l'Association des orthopédagogues du Québec, qui se bat depuis plusieurs dizaines d'années hein, pour avoir d'abord un ordre professionnel Mm. qui nous ramènerait d'abord une formation des maîtres. Là. Oui. Ce serait au moins ça. Et puis qui outillerait comme il faut là, nos intervenants en tout cas, à suivre, mais la DOCS a une super mission. Moi, je leur lève mon chapeau. Là, ils travaillent très, très fort pour ça. Et puis voilà, je ne sais pas si le gouvernement OK. s'ouvrira à ça, mais c'est une réalité qui est là. Alors, faut pas. C'est ça, tout le monde, on pense hein, que l'orthopédagogie est une formation en orthopédagogie, mais non. Mhm. C'est une Effectivement, formation très générale. je faisais partie de ces gens-là qui pensaient qu'il y avait une formation en orthopédagogie. Et là, ça m'intrigue un peu parce que tu as nommé qu'à partir des années 2000, si je ne me trompe Oui, pas, oui, que ça a été Bolly. destitué. Oui. Et le premier questionnement qui me vient en tête, c'est un peu le pourquoi, parce que les orthopédagogues sont très importants et Oui, c'est parce qu'avec la nouvelle réforme, hein, la dernière réforme qu'il y a eu en 2000, donc on se rappelle, ça fait quand même bien 21 ans. Serait peut-être dû pour un petit renouvellement. En 2000, lors de cette réforme-là, on a prétendu que l'orthopédagogue, hein, dans le rôle qu'il avait d'analyse des causes et vraiment dans cette vision entonnoir-là, d'aller une approche plutôt médicale, là, hein, entre guillemets, là, ouais. disons-le, et puis d'intervention individuelle sur les causes, on allait remplacer ce rôle-là par des enseignants en adaptation scolaire qui allaient être formés pour faire du team teaching avec les profs dans les classes. Alors, plutôt que d'intervenir
auprès d'un élève, de l'élève avec un grand L, là, apostrophe, là, en difficulté, hein, pour lequel on allait sortir cet élève-là et travailler en individuel, on aimait mieux l'approche d'intégrer, de laisser cet élève-là dans le groupe et d'aller donner des stratégies, Mhm. un aide supplémentaire au professeur stratégique pour enseigner la stratégie, par exemple, qu'on enseignera à cet élève-là, mais à tout le groupe en même temps. Mais ça ne s'est jamais fait parce qu'on a manqué de ressources. C'est pas vrai qu'on a eu assez d'enseignants en adaptation scolaire à faire du team teaching dans toutes les classes du Québec, là. Alors, l'enseignant en adaptation scolaire, hein, qui est devenu comme l'orthopédagogue formé comme enseignant en adaptation scolaire, ben, c'est lui qui a pris les postes d'orthopédagogue, de vieux orthopédagogues Mhm. qui, lorsqu'ils ont quitté, ben, ils ont été remplacés par des orthopédagogues, mais ayant eu une formation d'enseignants en adaptation scolaire. Alors, où on a pas l'approche analytique en entonnoir, là. Donc, puis, je veux dire, ça a toujours continué de faire la même affaire, là. Alors, au début, moi, quand j'ai commencé, là, justement, mes stages, mes études, tout ça, on voyait là, ce désir de vouloir intégrer, hein, les élèves en difficulté, les laisser dans les classes le plus possible. Mais my God, ils prenaient encore plus de retard. C'était épouvantable à voir. Tu sais, moi, j'arrivais avec mon œil complètement vierge, de aucune connaissance, là. Alors, j'analysais tout ça, puis je me disais, mon Dieu, mais ça n'a même pas de sens. C'est donc une catastrophe. Tu sais. Bon, mais moi, je suis qui là, pour dire ça? J'arrive avec aucune connaissance. Donc, tu sais, je ne faisais qu'observer. Mais tu sais, après, tu sais, vers 2010, là, 2009, Mhm. 2010, là, tu dis, OK, là, ça n'a aucun sens, ça fait 10 ans, c'est pire que pire. Des élèves qui se ramassaient là, en retard des apprentissages dans des classes régulières. Les enseignants n'étaient pas outillés pour soutenir ces élèves-là. Et là, c'est de moins en moins pire. Ça a changé là, dans les dernières dizaines d'années parce que, je veux dire, on n'a pas eu le choix de se réajuster, là. On s'est rendu compte que ça n'avait aucun sens, mais n'empêche qu'on n'a pas plus Oui, d'orthopédagogues c'est ça. formés. Et puis, ce sont des enseignantes en adaptation scolaire qui font vraiment, vraiment ce qu'elles peuvent pour aider l'élève en sous-groupe, parfois en individuel. Certaines arrivent à le faire. Mais, tu sais, en tout cas, je leur souhaite fortement un jour de bénéficier, tu sais, nos futurs, de bénéficier d'une bonne formation des maîtres. Alors, c'est ça, hein, on dit le système d'éducation au Québec a besoin d'un coup de pouce, là. Tu sais, il y a d'énormes besoins Mhm. et il est malade en plusieurs points. Et j'espère sincèrement qu'on va se réveiller parce que c'est le taux de décrochage en dit long aussi, là. C'est pas, Effectivement. c'est pas une réussite. Donc, c'est ça. Alors, il y a des belles choses à faire. Il y a pas grand-chose. Tu sais, dans certaines actions qu'on pourrait prendre, ce serait pas grand-chose, mais il faut juste le faire, hein, donc ça prend un grand mouvement. C'est sûr que la pandémie actuelle n'aide pas, là. Je dirais un Mhm. certain virage en éducation, là. Peut-être l'année prochaine, voyons. Qui sait? Ouais, c'est ça. Qui sait? On va croiser les doigts. Mais Ouais. merci pour ce moment de sensibilisation à Mhm. euh, Oui. la profession d'orthopédagogue. Je n'étais pas au courant. Puis je connais plusieurs orthopédagogues dans mon entourage et dans ma pratique aussi. Je collabore beaucoup avec les orthopédagogues, mais je n'étais pas au courant de ce manque de reconnaissance et de Ouais. possibilités de formation qui est très dommage, je peux le nommer ainsi. Oui. C'est C'est allé ça, tu encore. sais. Oui. Ben, excuse-moi, c'est ça. Tu sais, un jour, moi, j'ai fait le choix justement de me dire, OK, cette approche-là, ça fonctionne vraiment, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. on me l'a enseigné, mais là, moi, je la vis, mais je me permettais de la vivre parce que l'externat Saint-Jean-Mermange, où j'ai été, la direction d'école, Alain Roy, ainsi que ses collègues administrateurs m'ont permis de Mm. fonder un service d'orthopédagogie comme ça. Ils m'ont fait confiance, garde, on te fait confiance, et ça fonctionnait. Alors, tu sais, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, mais lorsque tu es en commission scolaire, ben, tu n'as pas toujours la chance là, de pouvoir faire ça. Puis, tu sais, le système te pousse aussi à faire comme ce qui a toujours été fait. Donc, je lève sincèrement mon chapeau aux orthopédagogues dans les commissions scolaires qui relèvent le défi de soutenir ces élèves-là, malgré le fait que, tu sais, elles ne peuvent pas toujours travailler comme elles le souhaiteraient par manque de ressources. Puis, ouais, c'est ça. Mhm. Mm. OK. Ça vient encore plus mettre de l'avant, je pense, l'importance de la clinique OptiNeurone que tu as mis en place et des Oui. formations que tu offres pour. J'imagine qu'il y a plusieurs orthopédagogues en ce moment qui sont aussi dans cette réflexion-là de dire je veux faire plus, je veux mettre ça en place. Ouais. Euh, et des fois, ben, c'est le manque de formation, le manque de reconnaissance, le manque de soutien. Et ça prend des gens comme toi, en fait, qui se disent OK,
je mets ça de l'avant et c'est pas parce qu'on n'a pas la formation universitaire à la base qu'on peut pas aller développer par la Tout à suite fait. aussi ces connaissances-là. Oui. Oui, oui, tu sais, moi, c'est ce que j'ai fait en fait, hein. Je me suis formée comme entre guillemets «sur le tas» là, mais tu sais avec des mentors, qui avaient déjà passé un peu par là, qui avaient déjà eu cette formation-là et finalement j'ai réussi ici et là, hein, de Mmh. façon très autodidacte aussi, en lisant beaucoup, 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 en me faisant informer beaucoup par mes collègues neuropsychologues, dans le domaine, tu sais, pour essayer de joindre la neuropsychologie à l'éducation parce que je veux dire, moi, tant qu'à moi, la pédagogie, ça existe pas tant qu'on ne tient pas compte de la neuropsychologie, là, Oui, ça tout à va fait. ensemble. Là. Alors, donc, j'y suis arrivée, puis oui, c'est possible d'être fait. Pour le moment, moi, de mon côté, ben, je fais le bout que je peux faire en formation. Donc, je dispense la formation sur le programme Optifex, le programme que j'ai monté pour aller prendre en charge, ben, aller observer et prendre en charge l'ensemble des causes créées par les fonctions exécutives. Alors, c'est un Mmh. programme vraiment qui vise à enseigner à l'élève le cerveau, enseigner chacune des fonctions exécutives et comment faire des trucs de régulation pour aller maîtriser, réguler, autocontrôler chacune de ces fonctions exécutives-là et étant soutenu par le jeu de société. Donc, l'approche Optifex, c'est ça. C'est comment enseigner tout ça à l'élève. Et maintenant, ben, c'est pas juste en individuel, c'est un programme qui est maintenant applicable en grand groupe classe. Alors, on peut mettre ça vraiment de premier niveau, là, si on est en approche RAI à l'école. Donc, les enseignants peuvent très bien diffuser le programme Optifex. Il y a plein de petites capsules audiovisuelles qui enseignent le cerveau aux élèves en séquence. Ensuite, une fois qu'on a conscience de notre cerveau, ben là, on peut, à chaque lundi matin, il y a une capsule sur une fonction exécutive. Et là, cette fonction exécutive-là est enseignée, on fait le lien avec le Mmh. cerveau et on donne un truc de régulation à l'élève, comment on fait pour réguler cette fonction-là. Je ne sais pas si c'est la régulation émotionnelle, par exemple, mais c'est où ça, la régulation émotionnelle dans le cerveau? Puis quand ça se désinhibe, là, puis c'est pas régulé, là, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Qu'est-ce qui crée une dérégulation? Oh, ben là, tu vois, qu'est-ce que ça donne, tu sais, en mots physiques ou en mots externes. Et puis là, on te donne un truc, quelques trucs de régulation pour lorsque cette fonction-là ne fonctionne pas, comment tu peux faire toi-même, tout seul, sans besoin d'aide, pour arriver à la réguler. Et donc, c'est vraiment un enseignement à l'autorégulation. Et moi, je suggère des jeux de société pour aller provoquer des moments par la joute dans lesquels on va être amené à utiliser ces trucs de régulation-là qui ont été enseignés. Alors, si on est encore dans la régulation émotionnelle, ben, j'aurai des jeux de régulation Mmh. émotionnelle où, tu sais, là, c'est facile de prendre les nerfs, mettons, quand on joue. Mais là, préalablement, on a appris là, que non, tu sais, le cerveau, parfois, il s'emballe, c'est pourquoi, c'est où et comment faire pour le réguler. Donc, pendant qu'on y joue, ben, on essaie d'appliquer ces techniques-là. Donc, ça, c'est tout applicable. L'approche Optifex est applicable maintenant de 3 ans jusqu'à l'âge adulte, là, en grand groupe. Et puis, même, on a descendu en CPE là, jusqu'à 18 mois là, l'année dernière. On a Oh! commencé ça, ouais. Donc, apprendre, c'est pas toutes les fonctions exécutives, bien évidemment, qu'on enseigne, mais on apprend le cerveau au petit coco de cet âge-là, puis que, tu sais, tout simplement, tu sais, tu dis non à ton cerveau, puis non, ton cerveau, il ne mord pas. Quand il a envie de mordre, tu lui dis non, cerveau. On fait plutôt ça. Donc, c'est comment arriver à développer un certain langage à Mmh. l'exécution des comportements, des tâches et des apprentissages, toujours en reliant au cerveau parce que, je veux dire, c'est tout le cerveau là, qui est supposé gérer ça. Alors, comment coacher notre cerveau? Comment piloter ce cerveau-là? Donc, on apprend ça chez les petits, c'est de toute beauté à voir. Puis, tu sais, ça, ça aide l'estime des élèves aussi. C'est Ouais. vraiment ce qu'on voit, hein, parce qu'il y a le cerveau, puis il y a l'élève. Mais l'élève, Mmh. c'est son estime, c'est sa confiance, c'est ce qu'il est, son identité, hein, son regard qu'il a sur lui-même versus Ouais. les autres. Mais tout ça, c'est par rapport à son cerveau que lui, il n'a pas choisi. Là. Il est né avec ce cerveau-là. Puis, alors, son être doit faire avec son cerveau, mais de comprendre que le cerveau, à la base, il est sensiblement pareil avec les mêmes structures pour tout le monde. C'est juste l'efficacité de la communication des neurones qui va changer. Mais justement, comment toi, tu peux piloter ces neurones-là. Donc, Tout à c'est très fait, bon ouais. pour l'estime des élèves. On voit aussi dans les écoles, tu sais,
souvent les institutions vont me dire, c'est juste les élèves, ils se parlent, ils se parlent en langage de petits faits entre eux autres, là, ils s'acceptent beaucoup plus parce que là, ils comprennent qu'ils ont tous un cerveau, puis qu'ils ont tous la ligne de fonction exécutive. Là, on leur montre un tableau avec toutes les fonctions exécutives. Là, ils comprennent qu'ils ont ça dans tous les cerveaux de tout le monde, mais elle est développée, mature de façon différente. Fait que, tu sais, ils s'acceptent mieux, ils reçoivent tous les mêmes trucs, alors ils s'aident à appliquer les trucs. Euh, donc, c'est ça qu'on observe. C'est vraiment très, très bien, puis on applique ça jusqu'à l'âge adulte. Je te dirais que c'est le langage, les images utilisées qui vont changer là, des petits 18 mois à un 42 ans. J'imagine. C'est ça, ouais. OK. Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant que tu amènes aussi l'aspect neurobiologique parce que tu le nommes, on est tous faits plus ou moins de la même manière et d'arriver à comprendre que la gestion et la régulation émotionnelle, à la base, on peut avoir un certain contrôle tout d'abord en comprenant le fonctionnement. C'est un peu comme on parlait tout à l'heure des causes, ben, c'est un peu la même chose avec la compréhension. Une fois qu'on arrive à comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, c'est plus facile par la suite d'avoir un certain contrôle ou une Oui. gestion, on va le nommer ainsi, sur les choses qu'on ressent, puis comment est-ce qu'on va agir ou penser. C'est souvent, exemple, dans mon intervention, j'utilise le triangle émotion, pensée, comportement. Et de voir que parfois, on n'a pas de contrôle sur l'émotion en tant que telle. On ne peut pas dire je ne veux plus jamais de ma vie être en colère. Des émotions, ça arrive. Théoriquement, on en vit tous. Mais on peut arriver, si on comprend le processus, comment ça se déclenche émotionnellement dans notre cerveau, on peut arriver par la suite, à travers nos pensées et nos comportements, à voir comment est-ce qu'on gère tout ça. Comme tu l'as bien mentionné, de dire non à son cerveau, de dire non, on ne mord pas. Ça, on a le contrôle là-dessus, ça, on peut l'intégrer. Et quand on arrive à se comprendre et à se gérer, bien, la confiance et l'acceptation est présente, là. Ah oui. Souvent, on peut l'observer quand on sent qu'on a moins confiance en soi ou qu'on se sent moins bien, qu'on a une image de soi plutôt négative. Mais c'est souvent dans des situations où on a l'impression de perdre le contrôle sur soi-même, sur ses émotions. Donc, très bel apprentissage. Et comme tu mentionnes, le plus tôt on l'apprend, le mieux c'est. Et ça m'intéresserait dans plusieurs années de voir ces petits bouts de chou-là de 18 mois, Ouais. comment est-ce qu'ils vont être rendus à l'adolescence, Ouais. à l'âge adulte. Ouais. C'est un grand souhait que j'aurais. Tu sais, là, présentement, on fait un projet de recherche qui s'appelle Jeux Métacogite. D'ailleurs, vous pouvez consulter la page Facebook Jeux Métacogite pour plus de renseignements. Mais là, on évalue vraiment le niveau d'autorégulation des fonctions exécutives chez des élèves de quatrième année, scolarisés au Québec, donc 9-10 ans. Dans le fond, c'est vraiment la régulation des fonctions exécutives. Excusez-moi. Il y a des classes qui bénéficient de l'entraînement par le jeu de société. Donc, vraiment, l'enseignement du cerveau, trucs de régulation, entraînement 20 minutes par jour à ces trucs de régulation-là par le jeu de société. Il y a des classes contrôle qui ne font que jouer. Donc, ils bénéficient aussi d'entraînement 20 minutes par jour par le jeu de société, mais sans truc de régulation, sans enseignement du cerveau. Et on a des groupes contrôle qui ne reçoivent que le contraire, l'enseignement du cerveau, la métacognition, mais pas d'entraînement par le jeu. Aucun entraînement par le jeu de société. Puis on a une classe contrôle, des classes contrôle qui font une quatrième régulière. Tout le monde est actif, même nombre de minutes, en même temps ou à peu près dans la journée, par des activités différentes. Puis ce qu'on veut voir, c'est quel est le mode préférentiel, le plus optimisant. Est-ce que c'est le programme complet? Est-ce que c'est seulement s'adonner 20 minutes par jour à des jeux de société exécutifs sans avoir de stratégie d'autocontrôle particulièrement? Ben, ça améliore quand même le rendement des fonctions exécutives ou l'enseignement métacognitif suffit. On n'a pas besoin de s'entraîner par le jeu. Alors, ça va être intéressant de voir ça. Et moi, mon grand souhait, ce serait un jour
De pouvoir faire une étude longitudinale avec un énorme Bassin d'échantillons. ouais, échantillon qui va aller vraiment étudier une grande cohorte là, de la petite enfance Hmm. jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à 25 ans environ, et même plus tard, voir au niveau du travail, est-ce que ce sont des gens qui ont poursuivi au niveau du taux de poursuite des études ou versus décrochage, est-ce qu'ils se sont trouvés un emploi, dans quel milieu ils sont au niveau socio-économique. Alors, ce serait vraiment intéressant, lorsqu'on apprend à un enfant très petit la conscience de soi par un enseignement du cerveau et un autocontrôle des fonctions exécutives, est-ce que ça amène quelque chose dans notre société chez ces êtres humains-là? Parce que, tu sais, qu'on parle de fonctions exécutives, on parle autant de planifier, d'organiser une tâche pour un agenda que d'autoréguler ses pulsions comportementales, là. Donc, tu sais, je veux dire, c'est large, là. C'est l'activation, c'est se parler, c'est guider, tu sais, se concentrer, piloter son processus attentionnel, c'est gérer son stress, c'est être flexible avec les autres aussi. Euh, donc, gérer son impulsivité, fait que tel, ça touche toutes les facettes de l'exécution d'un être humain dans ses Mhm. apprentissages, ses tâches, ses comportements. Alors, sérieusement, je ne peux pas croire qu'on arriverait à un développement négatif et même neutre, ça me surprendrait parce que juste avoir qualitativement, sans Mhm. projet de recherche, l'application du programme OptiFlex dans les classes et avoir les commentaires des professeurs et des étudiants, c'est de toute beauté, c'est wow. Puis les enfants transfèrent tout seuls dans leur vie familiale sans Mhm. même qu'on leur suggère ça, là. Je veux dire, c'est par leur dire, puis les parents nous le disent aussi, dans les communautés où c'est appliqué et tout. Donc, là, je parle d'approche OptiFlex, ça peut être une autre approche aussi, hein. Moi, ce que j'aimerais arriver à faire, c'est mettre une étude longitudinale en place, et deuxièmement, ben, que ça devienne obligatoire, à l'université, hein, dans la formation des maîtres, Oui. un cours sur l'enseignement du cerveau et que l'enseignement à l'autorégulation des fonctions exécutives, que nos maîtres, hein, nos professeurs de demain, là, nos instituteurs Mhm. soient formés, soient informés et que deuxièmement, ben, que ça fasse partie du programme intégral du ministère de l'Éducation, que ce soit micro-gradué, par exemple, de 4 ans jusqu'à secondaire 5, cet enseignement du cerveau et l'autorégulation exécutive, c'est ça l'être humain, tu sais, c'est Exactement. s'autogérer. Donc, tu réussis dans la vie quand tu t'autogères, tu sais. Alors, voilà, donc ça, c'est un souhait. Qui sait? Qui sait, mais je pense que ça s'enligne bien vers là parce que Optifex et OptiNeuron prennent de plus en plus de place, sont connus. Euh, Plusieurs personnes dans le domaine de l'intervention et du jeu de société, par exemple, Mhm. me parlent de toi et disent: «Ah, est-ce que tu connais Annick? Donc, tu sais, le réseautage un peu se met en place. Il y a une grande crédibilité aussi professionnelle qui est associée euh, à aux approches une fois qu'il y a des données, puis une fois Mhm. justement avec un Oui. métacogite, Oui. ça amène une certaine crédibilité professionnelle, je le mets en guillemets parce que dans le domaine de la recherche et au niveau universitaire, c'est souvent nécessaire. Mais on voit qu'il y a des petits pas, mais mine de rien, je pense que tu l'as bien nommé, la meilleure manière de voir l'efficacité d'une chose, c'est de l'essayer, de le mettre en pratique, puis d'observer. Et sûrement que plusieurs orthopédagogues, enseignantes, intervenants, intervenantes observent concrètement cette efficacité-là et les impacts positifs, au moins à court terme. Et là, c'est ça, comme tu as mentionné, ça va être de voir dans les prochaines années ce que tu as mis en place dernièrement, mais de voir les effets aussi à long terme. Ça va être très, très intéressant. Euh, et Oui. comme c'est basé sur des principes, je vais le nommer comme ça, mais c'est basé sur des principes de base, la gestion émotionnelle, la régulation, le fonctionnement du cerveau. C'est de base, mais à la fois de base et extrêmement complexe. Mm. Ah oui. Parce Ah oui, qu'on totalement, je suis vraiment d'accord. on développe ça toute notre vie, en fait. Là. Toute notre vie est arrivée à essayer de nous gérer, Mhm. de gérer tout ça. Les fonctions exécutives, comme tu l'as mentionné, ça s'applique à toutes nos sphères. Autant de se rappeler d'un rendez-vous, où est-ce que j'ai mis mes clés, comment est-ce que je planifie telle rencontre.
autant planifier un événement social, ben, tout ça fait appel à nos fonctions exécutives. Donc, on voit l'importance au quotidien. Puis quand on s'arrête pour observer, se dire, si j'avais pas mes fonctions exécutives, comment ça se passerait dans la vie de tous les jours? On ferait pas grand-chose, disons. Là. Non, 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 c'est ça. C'est en plein ça. Puis, tu l'as bien nommé tout à l'heure, et c'est une autre particularité, en fait, c'est l'intégration des jeux dans l'approche OptiFlex et dans l'approche d'intervention aussi. Intervention tout court, mais intervention aussi en orthopédagogie. Mm-hmm. D'où te vient, en fait, tu l'as nommé un peu tout à l'heure, mais d'où te vient cet intérêt-là pour l'intégration des jeux et comment ça a évolué et mis en place dans ton approche? C'est bon. Je ris toujours par cette question-là, elle m'est toujours posée, puis je réponds toujours la même chose. Moi, je suis vraiment tombée dans la marmite quand j'étais petite, comme Obélix. Moi, je suis tombée dans la marmite des jeux de société. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une maman qui nous a fait baigner dans le jeu de société, dans le jeu jouet. Mais c'est ça, ma mère faisait partie d'une petite gang de mamans là, dans la rue et puis ils s'échangeaient les jeux et jouets. Hein, une fois de temps en temps, comme ça, ouais. Et puis là, ils se rencontraient comme des espèces de représentations Tupperware, mais de leurs jeux et jouets de la maison. Et puis là, tous et chacune disait ben OK ben moi ben tiens gars moi je t'échangerais ça contre ça puis là finalement ma mère revenait à la maison avec un set de jeux de société et jouets nouveaux et là on explorait ça et puis là elle faisait ça une fois de temps en temps là. Donc j'ai eu la chance de toucher à plusieurs jeux de société. Et puis quand j'ai beaucoup aimé jouer aussi, là, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui aiment moins le jeu de société. Et puis quand j'ai commencé à intervenir, ben là, moi, j'étais dans les causes. Hein. Fait que là, j'essayais, par exemple, mon élève est zéro arrêté. OK, bon, il est très impulsif, puis et zéro inhibition de la vitesse, là, puis vite, 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 on fait des tâches, puis sans prendre le temps de trop réfléchir, et bon. Alors, erreur d'inattention et compagnie. Là, je travaillais par exemple avec un élève comme ça et j'essayais de lui dire, Loulou, tes, tes, tes erreurs, regarde mon coco, là, tes erreurs présentement, là, c'est quoi? Une erreur d'inattention, ça, ben, t'allais bien trop vite. Ça, bon, t'as répondu juste un mot. Ben oui, mais ça veut rien dire. Ça prendrait une phrase complète. Lui faire prendre conscience, tu vois, mon coco, là, c'est presque toutes des erreurs d'inattention ou des erreurs de stop. Là, on va apprendre à ton cerveau à freiner avant là, de le retourner dans des tâches comme ça. OK? Fait on va utiliser des tâches peut-être un petit peu plus plaisantes que les tâches scolaires, même si tu aimes ou t'aimes pas telle tâche scolaire. On va utiliser des jeux. OK? Donc, c'est ludique, c'est plaisant. Ce sont des jeux que moi j'ai testés, que j'ai essayés. Et puis, on va jouer, puis on va demander à ton cerveau, on va lui donner des trucs pour qu'il s'arrête. Mais là, j'avais tellement de jeux en arrière de la cravate, hein? Je connaissais tellement de jeux que lorsque j'arrivais pour travailler avec un élève une fonction cognitive ou exécutive, je me disais, OK, dans quel jeu j'ai besoin de faire ça? Comme me parler, par exemple, ou m'arrêter, là, me stopper. Dans cet exemple-ci de gestion d'impulsivité, la première idée qui m'était venue à l'époque, c'est le jeu Mastermind. Hein, ce fameux jeu où on doit trouver la combinaison de couleurs de notre adversaire. L'adversaire, il cache 4 pions de couleurs. Toi, par essai-erreur, tu essaies de deviner sa combinaison. Mais là, il faut que tu t'arrêtes là, à chaque fois qu'il te corrige. Ben là, toi, tu vas refaire un essai, mais ton essai, là, ben, il doit correspondre aux corrections depuis le début, pas juste à la dernière, sinon ça ne fonctionne pas. T'sais. Si au départ, je t'ai dit que tu avais 2 bonnes couleurs dans la première rangée, rendu au 4e essai, tu ne remets pas 2 de ces couleurs-là, c'est sûr que tu échoues. Alors, j'essayais de leur montrer certains stop, analyse en étapes. Pareil comme une résolution de problème que tu analyses en étapes, une chose à la fois, vérification. Et puis là, les élèves, tiens, tout d'un coup, plus inhibés, plus posés, plus d'endurance intellectuelle, mais à travers un jeu totalement ludique. Hein, ils ne voient pas l'effort consenti. C'est ça que j'observe, moi. Quand l'élève est en jeu de société, il ne voit pas l'effort consenti, l'effort intellectuel consenti, puis il se laisse comme aller là-dedans parce que, soit que c'est plaisant, ou c'est ludique, ou ça vient vraiment chercher son affectif. Alors, c'est comme ça, en connaissant beaucoup de jeux, en connaissant bien mes fonctions cognitives et exécutives,
Bien là, ça a fait un mix, ça a fait un éclair de génie de jeu. Là. Quand j'ai commencé à intervenir, je me disais, OK, ben lui, il a besoin de ça. À ce jeu-là, on a besoin de ça. Au début, j'étais gênée, là, je dois t'avouer ça. Je me Mmh. disais, mais non, je peux pas utiliser un jeu de société quand même, tu sais, avec un élève, là. J'ai quand même, je sentais toujours le besoin de me justifier. J'appelais les parents au début. Je disais, ouais, là, bon, mettons Gustave, il a besoin de travailler sa concentration et arrêter de s'éparpiller. Il a besoin d'inhiber les idées euh, intrusives. Là, j'ai pensé à tel jeu parce que pendant que je vais jouer, on va faire telle affaire. Et là, les parents, est-ce que c'est correct pour vous? Ben oui, moi, en autant qu'il se concentre mieux, là, c'est ça l'objectif. Et j'avais toujours l'accord des parents. Donc, à un moment donné, j'ai Mmh. arrêté d'appeler les parents. Puis là, j'ai commencé à trier, à classer mes jeux tel jeu pour travailler telle fonction, tel jeu pour stimuler telle chose. Et aujourd'hui, là, en 2021, ben là, sur le site Internet www.petitneurone.com, vous avez un onglet sélection de jeux. Et lorsque vous cliquez dessus, vous avez tout un amalgame de recensement, ouais, Génial. par âge, par fonction à travailler. Je sais pas si c'est les fonctions motrices, le français, les mathématiques, les tout petits, 2 à 5 ans, les gens du troisième âge, stimuler les fonctions cognitives. Donc, vous avez des recensements. Ce sont tous des jeux qui ont été testés essayer auprès des élèves, auprès des familles aussi, parce que nous, à la clinique, on a vraiment les élèves repartent avec les jeux en entraînement à la maison. Là. Donc, on a des jeux parfois comme en 15-20 exemplaires. Là. Mmh. Alors, ils partent en entraînement, comme ça, ils les rapportent. Alors, c'est ça. Donc, ça peut. Ce sont vraiment des coups de cœur qui ont été testés, analysés. Parfois, on teste des jeux qui sont vraiment géniaux, mais moi, en intervention pédagogique, ça fera pas. C'est quoi mes Mmh. critères? Ben, parfois, ça touche trop de fonctions en même temps, puis je réussis pas à cibler une ou des... Bon, parenthèse, c'est impossible de jouer un jeu puis d'isoler une fonction. Là. Oui, tout à C'est pas fait. ça que je veux dire. C'est juste que dans certaines boîtes de jeux, on demande, par exemple, fortement de la mémoire de travail. Là. Constamment, on est toujours en train de changer l'information de notre mémoire à court terme. Ben là, c'est un jeu qui est classé mémoire de travail. Mais d'autres fois, c'est carrément de la mémoire à long terme. Il faut stocker de l'information, il faut se trouver des stratégies, il faut mémoriser ça longtemps, longtemps jusqu'à la fin du jeu. Ben là, je suis plus en mémoire à long terme. Alors, c'est ça que je veux dire par les jeux sont classés par fonction. Alors, c'est vraiment ce qui ressort de majoritairement sollicité comme fonction. Et puis, voilà. Donc, c'est ça. Ça a été fait à travers les années. On continue encore là, à la semaine. On teste des jeux comme ça. Parfois même, on a des éditeurs qui nous envoient les prototypes. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, bon, voici Mmh. notre création parce que moi, c'est très important pour moi. Moi, le jeu de société, c'est un processus artistique pour moi. Là. Quelqu'un qui crée un jeu de société, c'est un artiste. Ouais. C'est pas donné à tout le monde de créer un jeu de société qui rassemble des gens, qui réussit à être intéressant, qui perce sa curiosité, qui réussit à garder des gens autour d'une table. C'est un art. Là. Alors, je veux pas enlever cet art-là. Je veux pas briser. Donc, je prends le jeu comme il est. Et ce que je veux, moi, mon rôle, c'est que le plaisir dure du début à la fin pour l'élève. Mmh. Entre-temps, moi, ça se peut que j'adapte des règles, ça se peut qu'on change des règles, ça se peut qu'on adapte des couleurs de pions parfois parce que ça fait un lien avec une stratégie d'apprentissage en mathématiques. Tu sais. Des choses comme ça que je veux faire. Je vais orienter mes actions pendant que je joue parfois, mettons, pour provoquer de la flexibilité, pour augmenter le niveau de mémoire de travail, mais sans briser l'aspect plaisir et sans rendre ça trop difficile parce que c'est pas ça que je veux. L'élève est habitué d'être en difficulté dans ses tâches. Je veux Ouais. pas qu'il soit en difficulté dans mon jeu. Alors, c'est quand je vous dis que je donne un recensement de jeux, c'est ça. C'est tous des jeux qui ont été analysés. Et vous allez voir que dans certains recensements, il y a des micro-gradations. C'est écrit en ordre de rééducation. Ça, c'est du plus facile au plus difficile. Mais je vous conseille Mmh. fortement de suivre l'ordre. Sans quoi vous pouvez avoir des surprises. Là, donc, si vous prenez un plus difficile pour commencer, ce ne sera pas de rendre service à l'élève, puis le Non, plaisir ne c'est sera ça. pas là. C'est ça, donc Exactement. c'est graduel. Puis cette gradation-là, ben, elle amène un défi à l'élève. Les élèves sont contents de s'entraîner par le jeu, là, sont tellement heureux de ça. Les familles aussi. Moi, ça ramène les familles autour d'une table. J'ai plein de Mmh. parents qui me disent, oh mon Dieu, tu sais, là, on est c'est comme on est obligé
moi, je leur dis toujours, vous n'êtes pas obligés de refaire les entraînements. Moi, votre enfant vient me voir, il le refait, mais c'est sûr que si il rejoue, il se réadonne à cette tâche-là, à ce jeu-là pendant 2 ou 3, tu sais, 2, 3 fois dans la semaine, c'est 2 ou 3 fois de plus où il branche ces réseaux de neurones-là. Ouais. Donc, puis là, les parents, quand ils me disent, ben là, tu sais, c'est sûr qu'on s'oblige plus à jouer parce que c'est un entraînement qui a été proposé, mais nous, ça nous permet de jouer plus. Alors finalement, on, on- c'est comme c'est comme si tu nous donnais un devoir, mais maintenant, c'est plus un devoir, c'est tellement un plaisir, là. Tu sais, au début, le voyait comme un devoir, Ben mais oui. maintenant, c'est un plaisir. Puis même quand tu nous envoies pas d'entraînement, on s'organise, tu sais, pour ressortir nos jeux qu'on avait. Donc, par cette approche-là, on ramène les familles autour du jeu de société. Puis ça, je trouve ça Hmm. beau, je trouve que c'est tellement une belle mission. Voilà. Puis, c'est ça. Effectivement. Parce que, mine de rien, le jeu de société, comme tu l'as nommé, l'élément central, c'est le plaisir. Donc, ça apporte du bien-être. Et en plus de ça, ça rassemble les gens. Et Mhm. souvent, un des grands défis, c'est de rassembler la famille. Donc, tout le monde est de son côté, bon, avec la technologie, sa tablette, son Ouais. téléphone, etc. Et de rassembler les gens autour d'une table, c'est difficile. Donc, un jeu et le plaisir, ça permet de créer des beaux moments ensemble. Puis des fois, tu sais, c'est des petits jeux, ça peut être une demi-heure, pas besoin d'être 4 heures de temps non plus. Puis, mais au moins cette demi-heure-là qui est facilement intégrée, qui devient une habitude, qui renforce le lien parent-enfant. Donc déjà, ça vient travailler d'autres sphères aussi. On parle de fonctionnement exécutif de l'enfant, mais en plus de ça, ça travaille aussi la sphère individu, relation parent-enfant et relation familiale. Donc, c'est une approche qui est presque juste positive, mais Ah oui, vraiment. Puis tu sais, quand c'est bien piloté, là, tu sais, comme je te dis, tu sais, Mhm. c'est bien beau le jeu, mais tu sais, avant d'intervenir avec un jeu, d'abord, il faut y avoir joué. Est-ce que tu es à l'aise, toi, en tant qu'intervenant avec ce jeu-là? Là? Tu sais, des fois, je donne la formation, puis j'ai des gens qui me disent, oh mon Dieu, je sais pas comment tu fais. J'ai tellement essayé plein de fois, je suis pas capable. Je suis pas capable d'intervenir avec ce jeu-là. Ben, c'est parce que nous-mêmes, parfois, on a des défis cognitifs, là. Tu sais, moi, Mhm. j'ai des jeux pour lesquels assez rapidement, mes élèves deviennent maîtres. Être maître des jeux ici, c'est arriver à battre son rééducateur. Donc, les élèves ont leur photo sur le mur, il y a comme un mur des célébrités, c'est vraiment Oh, chouette. wow! Oui, oui, mais assez rapidement, ils arrivent à me battre parce que tu vois qu'il y a certaines fonctions. OK, non, moi, tu vois, j'arrive à plafonner dans mon rendement, mettons, je sais pas moi, de rapidité, mémoire de travail, où j'ai des élèves qui sont beaucoup plus opérants dans cette fonction-là. Bien que moi, ça soit très fonctionnel au quotidien, mais quand on arrive dans un niveau qui est demandé comme ça. Donc, alors, il faut être à l'aise à travailler Ouais. avec le jeu, il faut avoir du plaisir nous-mêmes, tu sais, parce que c'est une activité ludique, là. Alors, il faut que ce soit plaisant pour tous les parties. C'est ça. Et puis, tu sais, si le parent n'est pas à l'aise à jouer à la maison, il ne faut pas le forcer non plus. C'est le meilleur Mhm. conseil que j'ai, tu sais, réservez plutôt la rééducation, l'entraînement pour vous. Ou parfois, on peut dire à l'élève, tu peux t'entraîner avec ton frère, ta soeur. Tu sais, parfois, c'est faisable avec les jeux, là, ou on peut adapter aussi. Il y a certains jeux de société qui sont intéressants pour ça. On peut jouer, mais chacun joue avec des sets de cartes différents. Je pense juste aux jeux à la bouffe, par exemple, où il y a des cartes plus complexes, des cartes plus simples. Mais on a juste à prendre pour celui qui est plus élevé les cartes complexes, puis l'élève qui est en apprentissage les cartes plus simples. Mais les deux, on joue autant au même rendement, là, puis on veut gagner autant. Puis alors, il y a quelques jeux comme ça qui sont adaptables. Donc, il y a plusieurs façons de faire, mais c'est ça. Donc, c'est une merveilleuse pédagogie complète, mais faut l'utiliser avec soin. Tu sais, je dis toujours qu'on sort une boîte de jeux, c'est comme si on sortait une boîte de cristal. Là. Tu sais, c'est facilement cassable. Là. Tu sais, si je peux vraiment me tromper et puis échapper mon élève complètement parce que c'est pas la bonne tâche, c'est pas le bon jeu, il est trop complexe. Et puis autant que moi, je peux me tromper dans mes interventions avec. Alors, Hmm. ouais. Puis justement, puis j'imagine c'est ce que tu enseignes aussi dans tes formations, mais rapidement, c'est quoi un peu les étapes à suivre justement pour en arriver à ce que le jeu concorde bien avec l'intervention ciblée? Ouais, ben, je pense que là, c'est ça, je te réponds selon mon approche, mais une fois que tu as enseigné le pourquoi de l'intervention, hein, toujours donner du sens, là, Jocelyne Caron le disait assez, une grande pédagogue, faut donner, aucun apprentissage reste imprégné
si ça fait pas de sens, là. L'être Mhm. humain étant ce qu'il est, il a besoin de sens pour apprendre. Donc, faire du sens, alors, peu importe ce qu'on travaille, là, dans quel domaine vous êtes, donner un sens à ce que vous essayez d'apprendre. Et puis, le jeu va juste venir soutenir. Le jeu, il est supposé être là juste pour soutenir ce que vous venez d'enseigner. Un moment, Mhm. c'est comme un moment de pratique de plus pour forcer finalement l'utilisation de cet enseignement-là. Donc, si je prends juste, mettons, un jeu de participe passé, bon, ben, j'arriverai pas avec un jeu de partie passée, bang, comme ça. Je vais avoir une prémisse, tu sais. Je vais avoir introduit c'est quoi le parti passé. On va avoir observé, regarde mon coco, ma cocotte, tu fais beaucoup d'erreurs. Ce qu'on appelle ça des participes passés. C'est quoi ça? Alors, on donne un sens, hein. À quoi ça sert, les participes passés? Alors, tu sers toujours à quelque chose. Là, ils finissent toujours par trouver, ah ouais, ça fait du sens. Bon, tu vois, maintenant, je vais te montrer Mhm. comment on fait pour les accorder. Maintenant que ça fait du sens, et là, on donne des techniques d'accord. Des fois, on prend les techniques que le prof avait enseignées, mais là, tout d'un coup, ça fait du sens. Là, tu sais, on a comme introduit, des fois, c'est juste expliqué autrement. Et puis, c'est pas que le professeur avait pas bien fait son travail du tout. Des fois, c'est juste qu'on est en individuel, un à la fois. Je passe par son mode préférentiel tu sais, pour capter son attention. Je sais que l'élève intègre mieux l'information de telle manière. J'y vais comme ça. Il comprend, il fait du sens. Et là, j'introduis mon jeu pour venir pratiquer tout ça. Donc, c'est ça. Alors, les jeux scolaires, entre guillemets, de connaissances scolaires comme les parties passées, la résolution de problèmes, les tables de multiplication, l'orthographe, les verbes, ce sont vraiment des jeux d'application. Là, on va prendre ces jeux-là pour pratiquer. Il y a plein de maisons d'édition là, qui sont spécialisées là-dedans. Les éditions du sac à dos, les éditions Génie Folie, les éditions Passe-temps et j'en passe, là, sont spécialisées dans le jeu, dans des jeux de vraiment de scolaire, comme ben, scolaire ou de compétences, en tout cas, à acquérir. Euh, mais juste de cognitif, donc de cause, hein, de Mhm. processus essentiels pour aller intégrer ces connaissances scolaires-là, ben, eux, je vais les utiliser à la fois pour apprendre un geste cognitif et l'entraîner. Fait que ça se pourrait que j'utilise, par exemple, le jeu Quarto, qui demande, c'est un jeu de tic-tac-toe, qui est la planification de l'organisation. Il n'y a pas de Très bon jeu. chronomètre, rien. Oui, il est beau en plus. Euh, mais je vais utiliser ce jeu-là pour aller enseigner une façon de cogiter, tu sais, un geste mental à un enfant. Stop, j'anticipe. Donc, comme une séquence de gestes mentaux, j'anticipe, hein, je prévois qu'est-ce qui s'en vient. OK, je planifie, je pense que je pourrais mettre ça, je vérifie. C'est une bonne affaire, mon affaire, là. Ah, je juge que Mhm. c'est très bien. C'est beau, ça. Tiens, tu joues ça. Alors là, OK, et là, on vérifie tout le temps. Donc, tu vois, cette séquence-là, ben, c'est la même affaire quand je fais une résolution de problème. Là. Stop. Là, je lis. Là, j'anticipe. OK, ouais. Poser de la clôture tout le tour d'une piscine. OK, attends un petit peu, là. Je vais prendre le temps. OK. Bon, c'est peut-être le périmètre. Donc, stop. J'analyse. Hein, je planifie, je fais ma démarche et j'analyse. Tu sais, je juge pendant que je fais ma démarche. Finalement, avec le jeu de fonctions exécutives et cognitives, je vais enseigner des fois pendant que je OK, joue. OK. Tandis que dans le jeu scolaire, je vais enseigner avant et là, on va appliquer, on va pratiquer par le jeu scolaire. Euh, les jeux d'impulsivité, ben, je vais enseigner avant. Tu sais, comment faire pour s'arrêter. Je vais prendre des petites activités. J'aime beaucoup le livre Apprendre une question de stratégie qui enseigne des façons de faire les fonctions exécutives. Une petite activité d'introduction. Quand l'élève a compris, jeu de société. Fait que là, Mm. on vient vraiment réinvestir ça. Fait que, tu sais, on peut utiliser le jeu autant pour apprendre des choses, je pense, que pour venir pratiquer. Mais ça dépend du jeu, ça dépend de ce qu'on a envie de faire aussi, qu'on a besoin de faire en intervention. On peut même OK. utiliser le jeu pour observer. Ouais. Tout simplement, tout à l'heure, hein, tu nommais ça, tu sais, toi, dans tes interventions, même au début, tu observes, ben, nous, on a des jeux pour observer. Là, on Mhm. a quatre outils qu'on utilise, c'est toujours les mêmes jeux qui nous permettent d'aller observer. Il n'y a rien de standardisé là-dedans, là, rien de scientifique. C'est qualitatif. Mais j'ai un jeu de mémoire, le jeu dans ma valise, donc stratégie de mémoire. Comment est-ce que l'élève a des stratégies dans la vie? Tu sais, à brûle pour point Mm. comme ça, je te donne plein de cartes à mémoriser.
Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, il y en a Tout qui à se font fait, des ouais. histoires, il y en a qui répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Ils n'ont aucune mémoire de l'image vue. Il y en a d'autres, ils ont juste l'image, ils n'ont aucune idée comment ça s'appelait, là, ils décrivent toute l'image. Tu vois, à brûle pour point, il s'en va vers quoi l'élève, là? Il aime mieux l'autorépétition verbale ou il aime mieux, vraiment Mmh. s'imaginer? Il y en a qui font des liens, qui font des histoires avec toutes les cartes, il y en a qui catégorisent. Moi, j'ai rien enseigné, là. Moi, j'observe. Je donne, voici la tâche à faire, comment tu fais pour te débrouiller. Fait que dans ma valise qui observe, on a le jeu Slackjack Ouais. qui permet d'aller observer l'impulsivité. Donc, c'est vraiment un jeu de rapidité. Alors, on observe la gestion de l'impulsivité, la mémoire de travail, l'attention, concentration, la flexibilité parce qu'on change continuellement de règles. Mmh. Et puis, et j'en passe. On a le jeu Tower of Logic, qui est un vieux jeu de labyrinthe qui n'existe plus malheureusement. Là, je vais me mettre sur le dossier de réinventer un jeu de la sorte. Il existe sur Internet, mais ça ne fait pas le même effet. On peut Mmh. prendre tout simplement un labyrinthe. C'est pour voir l'anticipation, se Mmh. dégager avant de plonger dans une tâche. C'est de la planification, on va s'entendre, hein, de l'organisation, mais on a des élèves qui, la fonction d'anticiper avant de partir, comme analyser, faire un premier tour, cette fonction-là n'est pas là. Et c'est ce qui fait qu'en planification, ils sont complètement désorganisés ou désordonnés parce qu'ils n'ont pas de vue d'ensemble, dans leur longue vue, là. Ils ne voient pas ce qui s'en vient. Et on a un Lego. Une bonne vieille tâche de Lego, construire un Lego avec un plan visuel qu'on a adapté en mots. Et on observe, est-ce que l'élève préfère aller vers la description verbale ou l'image? Est-ce qu'il s'en va voir à la fin, d'un œil plus simultané qu'est-ce qu'il doit faire ou il suit à la lettre chacune des pages toutes Mmh. les 7 ans? Fait qu'on voit un peu le mode de traitement préféré de cet enfant-là à travers ces 4 tâches-là qui me prennent 1 heure et demie à faire, ben j'en ai de l'information qualitative, là, tu sais. Ça s'observe les fonctions exécutives, là. Oui, on peut les standardiser et parfois, il faut le faire, mais quand même, tu sais, si on n'a pas la chance de bénéficier d'une évaluation psychologique ou neuropsychologique, ben Mmh. on peut se débrouiller avec certaines tâches pour observer le rendement en questionnant aussi l'entourage, tu sais, Ouais. voilà. C'est très Donc, intéressant parce que justement, les différents tests que tu mentionnais, me font penser beaucoup aux tests psychométriques en ouais, c'est ça. neuropsychologie dans les évaluations. Et il n'y a pas tout le monde qui a accès à ces tests-là. Il faut vraiment avoir la formation en neuropsy. Tout à Donc, fait. de rendre ça accessible aussi à travers le jeu de société, que oui, il y a beaucoup de jeux de société qui ressemblent beaucoup à ces tests-là. Justement, exemple, un des tests pour un test de le WISC, par exemple, ben, où est-ce qu'on est avec des blocs qu'on doit placer, les blocs de différentes manières, différentes couleurs pour reproduire une image. Ben, effectivement, ça ressemble beaucoup, exemple, à l'exercice de Lego, mais ça n'a pas besoin nécessairement d'être psychométrique dans ce cas-ci, parce que c'est de l'observation pour t'orienter dans l'intervention C'est qui est ça. mise par la suite. Donc, c'est très, très intéressant. Et tu l'as bien nommé, ça n'a pas besoin d'être des jeux trop complexes. Ça peut être des petits jeux très accessibles, des Lego ou Quarto, qui est un exemple de mon côté. C'est un jeu que je joue depuis que je suis jeune parce qu'il était à la maison dans les classiques jeux, qui est très accessible, très simple, facile à apprendre, facile à expliquer et qui s'observe bien parce que c'est des courtes parties aussi, là. Mhm. Oui, tout à fait, c'est ça. Puis tu sais, il y a des petits jeux, très abordables aussi, là. Parfois, tu sais, vous allez voir dans le document de jeu, souvent il y a un indice, il me semble que j'ai laissé un indice de prix, là. Ou j'ai-tu enlevé? Ah, je me souviens plus. Peu importe. Mhm. Mais tu sais, rapidement, on accède à l'information sur Internet, mais tu sais, on a des petits jeux à partir de 9,99 là, des fois, là, tu sais, un petit 10 bien 10-12 là. Tout ce Mhm. qu'on peut faire avec ce jeu-là, là. Puis, tu sais, des fois, on est bon dans la trentaine de dollars, mais on peut travailler quelque chose de différent. Tu sais, on peut stimuler quelque chose de différent. Fait qu'on on sait que, bon, soit en offrant ce jeu-là en cadeau, par exemple, ou en l'achetant, tu sais, à l'anniversaire, à Noël, souvent, on reçoit des demandes de suggestions de cadeaux, tu sais, où on réfère les gens au site Internet pour aller voir les guides de jeux qu'on entretient là, depuis 2002. Ben, ce sont tous des gens, on sait, bon, ben, écoute donc, je sais qu'en l'offrant, ben, le sujet va s'y adonner puis il va Mhm. stimuler telle ou telle fonction. Sur la chaîne YouTube Au Petit Jeu qu'on entretient, d'ailleurs, vous allez voir, des fois, il y a le même jeu, mais 2 fois ou 4 fois.
parce que ce sont des règles, mettons une pour travailler l'imagerie mentale, une autre pour travailler plus la flexibilité, le travail en équipe, une autre pour travailler la mémoire à court terme visuelle, l'autre pour travailler le discours interne, mais c'est le même jeu, là. Alors, des fois, Mm. ben, c'est un 30 bien investi, là. On peut travailler sur toutes Exactement. sortes de formes. Puis l'enfant le redécouvre aussi. Hey, on ne joue pas de la même manière. Non, on change les règles. On va stimuler notre cerveau autrement. Puis là, les enfants, ça fait comme une nouvelle boîte de jeu. Alors, ça Oui, peut être oui. intéressant pour ça, oui. C'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs jeux qui peuvent être, tu sais, de ne pas avoir peur d'adapter le jeu, puis de Mhm. vraiment jouer avec les jeux Oui, pour répondre aussi à ses besoins en tant que parent ou qu'intervenant, intervenante. Et c'est très intéressant. Je pense que tu l'as bien mentionné, tu sais, il y a différentes étapes aussi de préparation avant d'en arriver à mettre le jeu de société sur la table. Notamment, tu sais, d'aller jouer au jeu, de bien connaître les différentes mécaniques, de voir comment on peut l'adapter, qu'est-ce que mhm. ça permet d'aller travailler au niveau des causes, au niveau du fonctionnement exécutif, mais aussi, c'est la préparation aussi de comment je l'aborde dans le moment présent avec l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Qu'est-ce que je veux apporter comme psychoéducation, comme information, tu sais, pour donner un sens, comme tu nommais. Et après ça, bien sûr, il y a le jeu en tant que tel. Et j'imagine est-ce qu'il y a un peu comme une rétroaction à la fin Ouais, ou à la suite? toujours. Tu sais, pendant qu'on va jouer, on va essayer de faire des liens avec le quotidien, mais le moins possible, quand c'est vraiment nécessaire, je me dis, hey, là, tu sais, ils viennent de déployer une belle stratégie. Hey, regarde, on va pouvoir réutiliser ça quand on étudie nos mots d'orthographe. Qu'est-ce que tu en penses? Ou, hey, tu sais, quand on lit et on veut retenir, c'est un peu la même chose que ce qu'on vient de faire, là. Mais là, l'élève, ah ouais, c'est vrai, on peut répéter. Ben oui, tu vois, depuis tantôt, tu Hmm. répètes, tu répètes, tu répètes tes cartes pour qu'elles restent là. Ben, en lecture, on pourrait faire la même chose. Tu sais, après 3 phrases, on arrête, on essaie de répéter ce qu'on vient de voir. Donc, pendant, je vais le faire, mais pas trop, parce que je veux pas tout le temps être en train d'interrompre le jeu. Puis là, tu sais, comme le, l'aspect ludique, plaisir, là, voyons, elle est donc étonnante, elle est toujours en train d'arrêter notre fun, tu sais. Ouais, Mais ouais, c'est ouais. pas ça que je veux. Alors, pendant, oui, parfois je vais le faire quand c'est opportun, mais après, tout le temps. Donc, on a terminé de jouer. Qu'est-ce que ce jeu-là, il nous a permis de faire aujourd'hui, là? Qu'est-ce qu'on a appris? Alors, je fais nommer l'élève fait la rétroaction et là, j'ajoute ou j'extrapole un peu sur ce qu'il vient de dire pour appuyer et montrer. Et après, moi, je vais devoir assurer le transfert. Parce que ça ne se transfère pas toujours tout seul, là. Il y a des élèves qui transfèrent tout seuls. C'est merveilleux, c'est beau de les voir. Tu fais, mon Dieu, tu sais, où les parents arrivent, hey, t'as pas vu ce qu'il nous a fait cette semaine, elle regarde. Puis là, il nous a dit, ben là, j'ai pensé à Madame Annick. Puis là, quand on joue un temps quarto, puis là, j'ai fait la même chose. Là, j'ai pris mes respirations. Puis là, j'ai fait une chose à la fois. Alors, les élèves le font parfois seuls, mais parfois, il faut les guider aussi. Alors, c'est là que, tranquillement, quand je vois mon geste cognitif ou ma cause, là, comme l'élève commence à maîtriser le contrôle de ce qui allait pas bien, ben là, je le transfère, je fais l'entraînement, puis la deuxième demi-heure de l'heure, par exemple, ben, je transfère tout de suite à son scolaire. Si on était en arrêt, on commence par notre jeu d'arrêt, on voit, oh, ça va super bien, on change de jeu parce qu'on veut que les neurones se réhabituent à s'arrêter dans plusieurs tâches différentes. Et Mhm. je sors ma correction de texte si c'est là que ça blesse le plus à l'école pour l'élève ou n'importe quelle tâche, là. Et puis, euh, et puis, je lui montre à faire ce même système d'arrêt-là, cette même OK. endurance au système d'arrêt dans son transfert scolaire. Fait que là, je fais toujours mon lien avec le jeu. Mais le jeu, comme je dis toujours, on passe par plusieurs sens quand on joue, là. Hein, le sens kinesthésique d'abord, là, tu sais, le visuel, Mhm. on a parlé. Donc, quand je relate à l'élève, te souviens à Quarto? Hein, quand tu commences, ah oui, attends un petit peu, là, je recommence. Tu sais, j'ai même pas besoin des fois de finir ma phrase. L'élève, il comprend l'état d'esprit dans le, tu sais, métacognitif dans lequel il doit Mm. entrer. Il pense juste pas à le faire. Alors, parfois même dans leur démarche scolaire, physique là, d'école, je viens coller l'image d'un jeu. Ou, tu sais, l'image de. OK. On a fait dessiner un graphiste, là. On a une graphiste qui nous dessine tout plein d'images, regarde, comme celle-ci, par exemple, c'est un petit bolet, c'est une Ah Formule 1 oui. avec un arrêt stop. Donc là, tu ne roules pas en Formule 1 quand tu te lances dans ton activité stop. Tu roules à 90 là, pour te permettre de bien réfléchir là, jusqu'à 100% de ce que tu dois faire. Mais tu ne rentres pas à 100% là, dans ta tâche trop vite, là. Alors, le stop à 90. Pourquoi 90? Parce que
on peut réfléchir de 90 à 100 sur ce qu'on est en train de faire là, pour donner à 100 ce qu'on veut. Donc, le graphisme, je l'utilise pendant que je joue. Hein, il a été expliqué avec le cerveau, les trucs de régulation, c'est mon graphisme. Et là, j'applique ce pictogramme-là, ce graphisme-là pendant que je joue et je prends le même graphisme dans la démarche de correction de texte ou résolution de problème. Alors, c'est une illustration qui vient donner un sens et puis qui est véhiculée partout. Puis même, je veux dire, je pourrais même l'exposer quand il fait sa poche de hockey, par exemple, ou son sac d'équitation. Stop! Tu me fais pas ta poche de hockey à 100, là. Tu roules à 90 parce que moi, s'il te manque un patin, je ne retourne pas à la maison chercher ton patin, là. Alors, tu vois, tu sais, c'est ça qui permet. En fait, c'est ça qui fait que un programme de rééducation des fonctions exécutives va fonctionner, c'est qu'il y a un transfert qui est assuré, puis il y a comme un fil conducteur tout le long de A à Z, là. Alors, Optifex, c'est ce qu'on est arrivé à faire là, au bout de 18 ans, là, quand même. Là, ça fait quand même 18 ans que ça se développe. Là. Alors, tu sais, là, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est le programme, il n'arrête pas d'évoluer, mais il est vraiment à son meilleur dans son intervention, dans ce qu'on a pu conserver. Et donc, c'est ça. Au fil du temps, on a ajouté l'enseignement du cerveau. C'était pas là au début. À un moment donné, on s'est mis à enseigner les fonctions exécutives aux élèves, toute la ligne, tout l'ensemble pour que l'élève voit un tableau. On faisait pas ça au début. Ça a évolué. Puis là, le graphisme s'est intégré avec notre graphiste qui s'appelle Cali, son nom d'artiste, Karine Ali, qui nous dessine chacune des fonctions exécutives. Donc, tu sais, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, mis ensemble, ben, ça va plus vite, ça parle beaucoup plus, puis c'est plus agréable aussi. Oui, je pense que tu le mentionnes très, très bien. C'est aussi, en fait, ça met même en pratique les fonctions exécutives parce que l'association aussi entre différents concepts, différentes thématiques ensemble, qui sont associées à travers des images visuelles, des représentations symboliques. Et ça aide beaucoup justement à la mémorisation, puis d'aller faciliter les liens, d'aller chercher l'information, puis la récupérer dans son cerveau. Donc là, l'association se crée dans la symbolique, exemple, de la petite voiture de course. Et juste de penser à la voiture de course, ça vient chercher un lien rapide, chercher l'information, puis dire, ah oui, c'est telle technique que je mets en place. Donc, même ça, c'est la mise en place concrète des fonctions exécutives. Donc, on voit vraiment à quel point c'est important et à quel point ça peut être mis concrètement en place dans l'intervention de différentes manières. Oui, tout à fait. Je trouve ça très intéressant que tu mentionnes qu'en fin de rencontre, tu fais aussi l'intégration et le retour dans ce que j'appelle des fois la vie réelle. Parce que quand on est dans le jeu, on est dans une petite bulle de plaisir et d'apprentissage. Mais après ça, il faut sortir de la bulle puis aller dans une autre sphère de vie. Et exemple, après ça, de faire un travail de mathématiques, mais de tout de suite réintégrer, de mettre en place, de concrétiser dans la vie de tous les jours, ça facilite après l'intégration dans d'autres environnements qu'en milieu clinique. Là. Oui, tout à fait. Ma perspective de professionnel fait comme « Wow, c'est super complet, c'est super, tout est réfléchi. » Oui, c'est ça, après tant d'années, c'est ce que ça permet, c'est que tout a été réfléchi à travers des rééducations concrètes sur le terrain, à travers des essais-erreurs. Puis, tu sais, j'ai eu la chance d'avoir des bons mentors en début de carrière. Christiane Tremblay, entre autres, qui est une orthopédagogue extraordinaire, qui est à la retraite aujourd'hui. Mais Gaétane Duquette aussi, enseignante en adaptation scolaire, qui m'ont permis de voir concrètement ce que c'était. Et moi, à travers ma personnalité, mes lectures autodidactes, mes formations que j'ai prises et tout, mixer tout ça, mais d'en arriver un jour à essai-erreur à tâtons. Merci à tous mes élèves. J'arrête pas de le dire, mais à toutes ces familles qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis d'aller tâtonner tout ça. Là. Alors, j'ai eu des mentors, des gens qui ont été là pour m'aider à comprendre, puis à m'intégrer beaucoup de connaissances. Et ensuite de ça, bien, je suis partie avec ça, avec les connaissances que moi j'ai acquises. Et puis, ben, ces familles-là m'ont permis de forger tout ça et de le transmettre aujourd'hui à travers le monde, là, à plusieurs enfants, bon, en français, parce que c'est en français, mais tous ceux qui ont accès en français, bien, je me dis aujourd'hui, c'est beau, c'est justement, je me dis toujours, bon, j'ai quitté
à reculons. Mon équipe école où j'étais, là, tu sais, encore aujourd'hui, je suis très attachée à eux, même si je ne suis plus, mais c'était exactement ce que je voulais. C'était d'arriver à aider bien plus de monde. Ben Donc, oui. beaucoup de monde. Puis, et plus ça va, ben plus l'approche Optifix permet de le faire, mais on m'a toujours permis de développer tout ça. Alors, chaque personne qui a été sur mon chemin, j'ai été très chanceuse, en fait. Je remercie tout ce monde-là. Tu sais, même la direction à l'externat Saint-Jean-Vermont, je veux dire, on aurait pu me dire, ben nous, on veut un service comme ça, puis c'est comme ça. Puis bon, j'aurais bien pu dire, ben moi, je veux rien savoir, là, mais tu sais, ça a été une belle équipe. Tu sais, tout a C'est toujours ça. été merveilleux pour mettre ça en place. Puis aujourd'hui, ben, faire bénéficier tant de familles puis tant d'élèves de cette approche-là. Alors, c'est ça. J'ai beaucoup de merci à dire à plein de gens qui ont été là dès le départ. Mais c'est ça. Hmm. Alors, en espérant que c'est ce type d'approche-là, cette approche-là ou ce type d'approche-là continue d'être Ouais. étudié, puis qu'on en amène plus, en fait, que ce soit même dans, c'est ça, comme je le mentionnais tout à l'heure, dans les programmes d'intervention dans nos écoles. Puis, Effectivement. Ou on du reçoit moins, souvent le commentaire. ouais. Oui, vas-y. J'allais dire du moins que les gens aient cet intérêt-là, justement, d'aller se former dans ces approches-là, oui. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des fois, supposons, je donne une formation parce que 3, 4 enseignants ou orthopédagogues, bon, psychologues d'une commission scolaire, d'une école, ils veulent la formation. Bon, là, finalement, on forme toute l'équipe école. Il y a des formations adaptées là, pour les équipes écoles, pour les parents le soir et pour les professionnels. Puis, quand je vais dans un milieu, mais là, parfois, il y en a d'autres qui disent, bon, ben, je vais la suivre. Je veux dire, la direction, OK, tout le monde est d'accord, mais ils n'ont aucune idée. Alors, quand je Hmm. les forme, mais comment ça, on ne sait pas ça? Comment ça, ils ne nous montrent pas ça à l'université? Alors, en toute modestie, moi, j'enlève rien, mais en effet, ça commence par la formation des maîtres. On enseigne à des cerveaux d'élèves à journée longue, mais on ne nous enseigne que très peu comment fonctionnent ces cerveaux-là et Mhm. comment optimiser son rendement neuronal, là. Et pourtant, c'est ça notre travail de pédagogue, là. Je veux dire, un enseignant, ça se lève le matin, puis ça a pour mandat de prendre les connexions neuronales de l'élève, là, et là, les améliorer. Mais je veux dire, on fait ça comment? Alors, tu sais, c'est sérieusement le système d'éducation, tant qu'à moi, c'est un devoir de rendre ça disponible et Tout à fait. après ça, dans le programme d'enseignement aussi, apprendre tout ça à notre tour là, aux élèves. Et c'est ça, je partais pour dire tout à l'heure, on a souvent le commentaire des élèves quand on leur enseigne tout ça, qui nous disent Hein, mais comment ça? Comment ça, ils m'ont pas dit ça avant? Hein, comment ça? Hein, mais pourquoi? Ah ouais, hein, comment ça, on m'a jamais enseigné ça? Hein, comment ça qu'on apprend ça juste là? Ben, c'est là qu'on te l'apprend. Tu sais. Alors, tu sais, Au il moins. a fallu des gens pour y penser, tu sais, puis pour essayer tout Hmm. ça aussi, là. Alors, c'est ça. Dans l'espoir que Effectivement. ça soit. Je peux rajouter à ça que je travaille beaucoup aussi avec des adolescents et des adultes. Et c'est souvent ça qu'ils me disent aussi. Par exemple, juste la gestion émotionnelle, parce que c'est très, très vaste. Mhm. Mais pourquoi j'ai pas appris ça? Pourquoi j'ai pas appris que telle émotion, ça se gère comme ça? Pourquoi j'ai pas appris tel concept? Ça fait si pratique et utile si c'était enseigné effectivement Ouais. à l'école, que ce soit à la petite école ou même dans la formation des maîtres, comme tu mentionnes. Bon, je pense qu'on peut promouvoir le message, faire de la sensibilisation, Ouais, c'est ça. croiser les doigts et espérer que graduellement ça soit mis en place. Parce que personnellement, de mon côté, dans mes cours préférés, c'est pas sûr que j'avais les meilleures notes, mais dans mes cours préférés, dans mon bac en psychologie, c'était les cours de neurobio puis de neuropsychologie. C'était tellement passionnant et intéressant. Et je vois juste derrière toi l'image du cerveau avec les différentes couleurs, les Ouais. différentes zones. Et ça m'a marqué. De comprendre le cerveau, c'est pas juste un gros, on ne sait pas trop quoi, un Ouais, gros ouais. muscle, on va le dire. Ouais, ouais. Mais non, c'est décomposé en différentes régions et chaque région a son importance et chaque région peut être travaillée différemment et chaque région a différents impacts aussi sur comment on perçoit, on Mhm. ressent les choses. Et juste ça m'a permis de changer ma vision des choses en tant que professionnelle. Ben, Donc, de c'est voir. exactement ce qui se passe auprès des enfants, tu sais, ils voient. Puis, tu sais, c'est vraiment le fait que ce soit ben, comme ça dans chaque tête. Là, Mm, ils se ramènent comme tous au même niveau, là, dire, bon, OK, on a tout ça, mais tu vois, c'est développé de manière différente.
C'est pour ça que Vincent, il a plus de mal là, à lever sa main avant de parler. C'est une Formule 1, qu'est-ce que tu veux? Ces neurones qui circulent tellement vite qu'il n'y a même pas le temps de les arrêter. Ben, on peut l'aider, Vincent, mais tous les élèves, tu sais, c'est comme la compréhension parce que là, on a ramené l'information tout au même niveau, puis que chacun est développé de manière différente et que voici les trucs pour tout le monde. Fait que si toi, tu es bon là-dedans, ben, à la place d'y taper sur le coco, là, aide-le donc à la place, puis rappelle-lui donc les stratégies. Puis l'apprentissage par les pairs, là, Mhm. Oui, parfois, ça se fait beaucoup mieux que par l'adulte. Alors, hein, tu sais, ça fait tout 2 ans à que la fait. TES travaille ça avec l'élève, mais là, parce que c'est par ses pairs, les trucs, tiens, tout d'un coup, là. Donc, c'est ça. Alors oui, ça fait ça. Souvent, les élèves ont Mhm. toujours ça. Et ils trouvent ça vraiment intéressant, ils trouvent ça fascinant de parler du cerveau, là, puis ils deviennent des grands yeux, petits, 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 là, Mhm. autant que là, chez les plus vieux, ça dure toujours comme une demi-heure, 1 heure de plus, parce qu'ils ont tellement de questions. C'est pour ça, c'est à cause de ça que c'est. Ben là, quand je lève ma Ouais, main, ouais, ouais. à l'heure de comprendre son fonctionnement, c'est. Puis en prendre soin. Donc, dans notre enseignement du cerveau, on a toute une portion, 20 minutes qui est réservée à comment prendre soin du cerveau. Hmm. C'est bien beau, toutes ces belles fonctions-là, là. Sauf que si tu n'as pas mangé, puis tu as consommé de la lumière bleue à n'en plus finir avant de te coucher, puis que tu n'as pas eu une bonne période de sommeil, puis que tu n'as pas nourri ton cerveau, puis tu n'as pas fait d'activité physique, ben, à un moment donné, tes neurones, moi, je peux essayer de les solliciter, de leur donner plein de beaux trucs de régulation, mais si toi, tu ne prends pas soin de la santé de ces neurones-là, on ne pourra pas les optimiser, là. Alors, c'est bien beau les fonctions, hein, mais tu sais, quand on cherche les causes, hein, bon, au-dessus des fonctions, il y a d'autres causes potentielles, c'est les Mhm. prédispositions, là, tu sais, c'est ça, le sommeil, l'alimentation, l'environnement dans lequel vit l'enfant, tu sais, la bienveillance, l'estime, la confiance, la motivation, les 5 sens, les yeux, les entrées Ouais, ouais. sensorielles, tu sais. On est Oui, des petits élèves, des fois, c'est juste l'entrée sensorielle qui fonctionne moins bien, là. Mon Dieu, exactement. qu'on dépense tellement d'énergie à récupérer et à faire plein de tâches, mais finalement, c'est juste une entrée sensorielle qui est moins à point, les Oui, oreilles, les yeux, puis donc c'est important de prendre tout ça, mais quand on leur enseigne tout ça, les élèves, ils voient, wow, tu sais, à quel exactement. point il y en a des choses, tu sais, puis OK, moi, je prends les nerfs plus facilement parce que, oh, ça me tape sur les nerfs quand les gens y parlent, puis rendu l'après-midi, là, j'ai tout envie de casser, là, hyper Hmm. sensible au niveau auditif. Mets-toi des bouchons, mon minou, mets-toi des coquilles, tu as le droit, tu as l'oreille sensible, c'est comme ça, hein? Donc, Mhm. fait que, tu sais, c'est ça. C'est de se comprendre, c'est d'enseigner tout ça pour se comprendre en communauté et Tout à fait. s'accepter dans ses différences, tu sais, puis soucier. Exactement. C'est incroyable à quel point ça fait du bien moralement, émotionnellement de se comprendre, tu sais. Et que ce soit, tu sais, par rapport à nos difficultés ou nos forces personnelles, se comprendre, c'est la base après ça de voir qu'est-ce que je veux faire par rapport à ça. Mhm. Donc, la recherche de solutions ou l'acceptation, justement. Mm, tout à fait. Super. C'est vraiment C'est beau. intéressant. Ouais, c'est le, Je c'est suis le fun comme, de la psychologie wow. et l'éducation. Ah ben, Ça fait tout dans, un. exactement. Puis dans ce que tu mentionnes, tu sais, il y a du vocabulaire que j'utilise ou il y a des concepts que j'utilise dans mon intervention sur différents mots, différents vocabulaires, mais ça reste que tout est interrelié. Et dès qu'on parle du cerveau humain, comme tu l'as mentionné, ben, on est tous fait pareil. Donc Mhm. après ça, c'est d'arriver à comprendre le processus et dans l'intervention finale, c'est juste l'angle d'intervention qu'on met en place, mais j'en comprends que autant dans ton approche en orthopédagogie que, exemple, en psychologie, on a à peu près la même vision des choses qui est d'aider les gens à mieux se comprendre et s'accepter pour être mieux dans la vie en général. Tout à fait. Tout à fait, totalement. C'est ça. C'est ça. C'est la base de l'humanité, là. Oui. Ouais. Puis, tu le mentionnais bien tout à l'heure, tu offres des formations autant pour les parents, autant pour les enseignants, les orthopédagogues, les professionnels de la santé. Est-ce que justement, tu offres des formations prochainement? Vous avez les renseignements sur le site internet optineuron.com dans l'onglet Nos formations. Sinon, vous pouvez nous écrire la info@optineuron.com. Mais c'est ça, donc c'est une formation de 2 jours pour tout intervenant là, qui intervient soit en psychologie, éducation, qui aurait à faire avec un app, tu sais,
approcher quelqu'un, donc aider quelqu'un ou en apprentissage ou en aide individuelle ou comportementale, peu importe. Mais on voit vraiment toutes les fonctions exécutives. Le cerveau, les fonctions exécutives, on a une partie théorique et après ça, c'est comment tout enseigner ça à un sujet. Mhm, Alors, mhm. de 3 ans jusqu'à l'âge adulte, donc comment justement enseigner le cerveau, comment lui enseigner les fonctions exécutives, quel truc lui donner et soutenir par quel jeu de société. Alors, il y a une introduction aux jeux de société. Non, ben, il reste quelques dates disponibles dans le calendrier d'ici l'été là, pour des journées. Des fois, c'est des institutions qui vont m'appeler. Bon, nous, on est, je ne sais pas moi, d'une gang de psychoéducateurs. On intervient spécifiquement sur la régulation émotionnelle, bon, comme toute la boucle verte là, dans mon programme OptiFlex. Et là, on va me demander une formation particulière, sur mesure. Alors, on va avoir comme notre approche globale, mais on va se concentrer particulièrement sur l'intervention émotionnelle et comportementale, par exemple. Donc, il reste quelques plages disponibles d'ici l'été pour ces formations-là. Sinon, c'est ça, il y a le condensé d'une journée qui est, on ne voit pas toute la rééducation à faire au complet, mais on voit tout l'enseignement de base à dispenser à un groupe d'élèves. Alors ça, vraiment, souvent, c'est celle que je donne pour les équipes écoles. Je vais Mhm. former, par exemple, entièrement l'école Saint-Mathieu, où là, tout le monde, hein, incluant prof d'éduc, art, musique, anglais, tous les titulaires, TES, service de garde, tout le monde assiste au même langage, OptiFlex. Le programme est remis avec la formation, il y a toujours une clé USB de matériel. Alors, avec le graphisme, tous les outils développés depuis 18 ans, ainsi que les capsules audiovisuelles pour Mhm. enseigner. Les capsules audiovisuelles, elles servent à peser sur démarrer et ça enseigne ce que moi j'ai enseigné. Alors, vous n'avez pas besoin de OK. tout enregistrer, là. Il y a un programme qui est déjà tout fait, donc clé en main là, pour présenter aux élèves cet enseignement-là. Et vous, après ça, vous n'avez qu'à reprendre ces langages-là au quotidien et à peut-être mettre des séances de jeux de société en place si vous le désirez. Donc ça vient avec la formation. Et puis, donc c'est ce qui s'en vient, là. Puis l'année prochaine, ben là, surveillez le calendrier parce que il y a un perfectionnement à cette formation-là qui s'appelle Mhm. pédagogie par le jeu. Mais il faut avoir pris OptiFlex à la base. Là. Et puis, là, sauf que là, je ne peux pas la donner depuis la pandémie. Il faut vraiment être en visuel, il faut Ouais. jouer ensemble. On explore toutes les techniques de pédagogie par le jeu OptiFlex que j'ai Wow. développées à travers les années. Donc, mettons Quarto, ben comment, c'est quoi les techniques avant de jouer, pendant que je joue et après que j'ai joué à Quarto. Alors, on voit des jeux spécifiques comme ça. Et puis, on en explore. On a aussi des études de cas là, qui sont à travers tout ça. Donc, ça, c'est des formations quand on va pouvoir se voir pour vrai dans la vie qui vont être dispensées Autant en croiser les doigts présentiel. pour Ouais, c'est ça, prochainement. ouais. OK. Bon, Ouais, et ben, puis ouais. sinon, à part ça, dans les ressources, ben c'est ça, la chaîne YouTube Au Petit Jeu, le site Internet qui présente plein de fiches pédagogiques pour jouer avec des jeux, comment adapter des jeux. Par exemple, je sais pas, il y a une fiche pédagogique sur le jeu Cardline. Bon, t'achètes le jeu, mais là, moi, je te dis tout quoi faire. Comme dans mon guide des jeux de société pour apprendre en s'amusant que j'ai écrit aux Mm. éditions Septembre en 2009, qui relatait vraiment un coup de cœur, comment on peut l'adapter, comment jouer, qu'est-ce que ça travaille. Alors, il y a des fiches pédagogiques comme ça qui sont disponibles sur le site. Sinon, la chaîne YouTube à petits jeux se veut un peu le même objectif. Mm. Et surveiller parce que là, à venir, dans la prochaine année, fort probablement aux éditions septembre encore, on va Mm. refaire un tome de guide des jeux. Alors, Ah. on est à analyser quel sujet parce que là, moi, j'ai comme plein de sujets. Alors, j'ai sondé un peu le terrain chez les gens, puis il y a un sujet qui revient en particulier. Alors, probablement que je vais faire comme un tome 2 ou bon, tout simplement un autre guide là, sur le sujet qui est beaucoup en demande, c'est vraiment la stimulation cognitive, là. Donc, les Mhm. fonctions cognitives, les fonctions exécutives en général. Mm. Alors, il y aura des suggestions pour, dans le fond, de 1 an et demi jusqu'à l'âge adulte, de coup de cœur, certaines fiches pédagogiques. C'est ça. Alors, c'est à venir. Suivez ça. Là, on est justement pour Oui, parler avec wow. l'éditeur là, pour mettre ça en place. Génial. Donc, plein de belles ressources, justement, si on veut découvrir et apprendre encore plus sur l'utilisation des jeux, la compréhension des jeux, la technique et l'approche Optifex. Donc, justement, tous les liens que tu as nommés, je vais les mettre dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, les gens vont savoir à cliquer dessus pour aller voir le contenu. Excellent. Euh, c'est
très, très intéressant. Donc, de mon côté, c'est sûr que ça m'intéresse. Et là, je vois toutes les choses que tu as produits aussi. Qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que c'est produit sur différents médias aussi. Donc, si on aime mieux lire, on peut se procurer le guide. Si on aime mieux le visuel, encore une fois, ben, on peut aller sur YouTube, aller voir les Mhm, capsules. Donc, très, très pertinent et accessible aussi. Donc, c'est un très beau partage de connaissances de ce travail-là, comme tu as mentionné, que ça fait 18 ans que tu mets en place aussi. Donc, un grand merci d'offrir, en fait, d'avoir mis en place cette approche qui est très innovante, qui est très intéressante sur différents points de vue et qui surtout qui met, je vais le nommer ainsi, mais qui met en valeur aussi l'importance du jeu de manière très, très large, mais dans mhm, l'intervention. C'est quelque chose qui, je pense, qui a un avenir, surtout en ce moment, avec le confinement aussi, il y a de plus en plus de gens qui jouent, jeux vidéo, jeux de société. Ça a augmenté en popularité parce que les gens redécouvrent le jeu, les moments en famille, par ouais. exemple. Donc, c'est une approche qui, je pense, va être de plus en plus véhiculée parce que justement, il y a l'importance du jeu qui est mis de plus en plus de l'avant, l'importance du jeu au niveau psychosocial, mais aussi au niveau cognitif et neurobiologique, comme tu le mentionnais. Mhm, ouais. Donc, je pense qu'on va terminer là-dessus. Mais en fait, merci beaucoup. C'était tellement intéressant que j'absorbais l'information. Donc, Ben, merci à toi, Elsa. Merci. Je remercie toujours quand j'ai des potentialités, des possibilités comme ça de hmm, pouvoir informer les gens, là. Moi, ça a toujours été, c'est ça. Je pense que je suis née pour ça. Donc, essayer oui, d'aider les gens, c'est une possibilité. Puis, je l'apprends quand ça passe, puisque ça fonctionne dans l'horaire. Donc, merci à toi oui. d'avoir permis aux gens d'accéder à cette information-là. Oui, C'est puis bien ça me fait gentil. plaisir de la diffuser et d'aller rejoindre le plus de gens possible parce que c'est très intéressant l'approche et ce que tu mets en place. Je pense que c'est très motivant et encourageant pour les différents professionnels qui sont également intéressés à connaître, à travailler sur les causes et Mhm, aider le développement des enfants, adolescents, adultes et qui en même temps aussi sont des joueurs et voient le potentiel du jeu dans l'intervention. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, bien sûr, je vous invite à aller regarder le site Internet de OptiNeuron, la page YouTube. Je pense qu'il y a une page Facebook également oui. et les différentes formations qui vont être offertes prochainement et dans le futur. Donc, je vous invite aussi à suivre Annick Pelletier et tout le beau travail qu'elle met en place, donc pour continuer à voir tous les développements de ce côté. Donc, merci encore d'avoir pris ce temps-là, on a réussi à trouver du temps pour discuter ensemble, avoir abordé avec passion. Je pense que je peux le mentionner, la passion sortait de toi. Donc, une belle énergie de motivation et de passion par rapport à aider les gens à se comprendre et Mhm. à aider tout ce qui est le fonctionnement exécutif. Donc, merci. Euh, Merci à toi. Je remercie aussi tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter, de nous regarder. Donc, merci à vous de nous suivre et je vous invite, si ce n'est pas le cas, à aimer la page Facebook de Ludipsy et la chaîne YouTube de Ludipsy pour différentes nouveautés hebdomadaires. Donc, je vous souhaite à tous de passer une belle journée, bon après-midi ou bonne soirée, dépendamment où vous êtes dans le monde. Et à la prochaine. Bye bye! Merci. Bye bye.